Débattons-en avec Philippe Murer, économiste et cofondateur du mouvement politique citoyen. Bonjour Philippe Murer. Bonjour. Alors, de quoi allons-nous débattre ? Eh bien, ça y est, enfin, c'est le deuxième shutdown, autrement dit, brusquement, l'État américain, faute de budget, ne peut plus payer, c'est-à-dire il n'y a pas d'argent, ou plutôt il y a de l'argent, mais il est bloqué. Et donc, ce shutdown, cette fermeture, c'est la deuxième fois depuis 2018 qu'elle se produit. On avait droit au psychodrame chaque année. On nous expliquait que démocrates et républicains risquaient de mettre le pays à l'agonie. Et voici que, ça y est, ils y sont arrivés, faute d'accord sur le budget. Personne ne peut être payé et évidemment les réactions sont très différentes. Les uns expliquent que Donald Trump a fait exprès de ne pas accepter ce que les démocrates voulaient négocier. Les autres disent évidemment que ce sont les démocrates qui ont fait exprès de ne pas accepter ce que Donald Trump et ses troupes proposaient. On se retrouve donc avec un chômage temporaire de tous les fonctionnaires non essentiels. Et donc, les militaires et les policiers, par exemple, pourront continuer à être payés, mais pas forcément les agents du Bureau fédéral d'enquête, du FBI. Ça fait 750 000 personnes qui, donc là, vont se tourner les pouces et donc vont évidemment arrêter de travailler. Est-ce que l'État américain va mourir ? Est-ce qu'on est capable de se passer d'un seul fonctionnaire pendant un seul jour et de 750 000 fonctionnaires pendant quelques jours ? On ne sait pas. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, et pardonnez-moi pour cette introduction un peu longue, c'est évidemment la manière dont Donald Trump réagit en expliquant que, puisque maintenant il n'y a pas d'accord sur le budget, il va en profiter pour couper définitivement des projets que les démocrates soutenaient et que ces projets seront définitivement arrêtés et aussi que puisque après tout on va se rendre compte qu'il y a des centaines de milliers de fonctionnaires à l'arrêt et que néanmoins le pays continue à fonctionner, il va sans doute en profiter pour virer quelques dizaines de milliers de fonctionnaires au lieu de les mettre purement et simplement au chômage temporaire. Donc évidemment c'est une conséquence un peu surprenante. Voilà, introduction un peu longue avec les enjeux politiques. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Murer ? Déjà, ce psychodrame, il naît comme en France de l'incapacité de voter un budget. En fait, ils ne se mettent pas d'accord sur le budget, c'est ça le sujet. C'est pas un shutdown pour le plafond de la dette américaine, c'est un shutdown parce qu'ils ne sont pas mis d'accord pour voter un budget. Parce que, en fait, l'essentiel se passe à la majorité, que les républicains ont au Sénat et au Congrès, mais il y a une partie du processus où il faut avoir 60% des gens qui votent pour. Et là, il faut donc que les républicains trouvent quelques voix démocrates, et les démocrates donc se sont battus. Euh, et on va voir quel est l'enjeu politicien, en fait, parce qu'il y a un enjeu derrière. Alors, effectivement, il va y avoir quand même la NASA qui va être fermée partiellement ou en partie, les agences de l'environnement, les agences de prêt aux PME, les agences de santé, les agences de recherche médicale. Et en fait, les économistes de Wall Street estiment que s'il y a un mois de fermeture, il y aura 1% de PIB en moins, grosso modo, pour le prochain trimestre. Donc, ça aura des effets. Alors, l'enjeu de la bataille, c'est quoi ? En fait, ils se battent parce que les démocrates demandent qu'il n'y ait pas de coupe importante dans les dépenses de santé, ce qui est dans le budget de Trump, et notamment Medicaid, c'est-à-dire le budget santé de l'État américain pour les personnes défavorisées, et Obamacare, les crédits d'impôt en fait, qui sont donnés aux gens qui ont une assurance santé Obamacare. Donc, ça concerne 100 milliards de dollars. Voilà l'enjeu en fait sur lequel se battent républicains et démocrates. Et les démocrates, donc, les républicains disent que les démocrates veulent en fait faire en sorte que les migrants illégaux aient, grâce à Medicaid, une partie d'assurance santé. Ils n'ont pas complètement tort. Et les démocrates disent, nous défendons le peuple américain. Voilà, et nous sommes sur la santé. Voilà donc l'enjeu des choses, voilà ce qui se passe. Un petit point d'ailleurs amusant, parce qu'en travaillant le sujet, je me suis rendu compte que Medicaid et Medicare, donc l'assurance santé pour les personnes défavorisées ou pour les plus de 65 ans aux États-Unis, en fait, donc qui est payée par l'État, une petite partie de l'assurance santé qui est payée par l'État, c'est 1700 milliards de dollars. Et donc ça représente à peu près le coût de financement de la sécurité sociale qui est de 300 milliards d'euros et quelques, avec le rapport de population de 1 à 5. Voilà donc où nous en sommes aujourd'hui. Et si je peux me permettre, la vraie raison en fait derrière tout ça, c'est que les démocrates sont en train de s'effondrer depuis l'élection de Donald Trump. C'est-à-dire que le Parti démocrate a 25% de taux d'approbation, au plus bas depuis 30 ans. Ils sont en perdition.
Et donc, le Parti démocrate qui, pour le moment, se battait pour les minorités, donc avec l'affaire George Floyd en défendant les minorités de couleur, avec l'affaire MeToo pour défendre les femmes et avoir le vote féministe, ou avoir les votes LGBTQ. Donc, le Parti démocrate se battait pour les minorités. Et c'est comme ça qu'ils essayaient de gagner les élections. Or, il y a un vrai problème, c'est qu'il n'y a pas d'incarnation au Parti démocrate aujourd'hui pour représenter le parti. Ils avaient d'ailleurs envoyé Kamala Harris, qui n'était pas une grande personnalité pour l'élection présidentielle. Et les Américains, la classe populaire et moyenne, en fait, ne voient pas quel est le projet des démocrates pour eux. Et donc, l'enjeu des démocrates, c'est de montrer qu'ils se battent pour l'assurance santé des Américains, qui est un sujet important, contre Trump, qui serait un méchant, qui ne se battrait pas pour eux. Voilà l'enjeu du problème que je vous ai cerné en quelques minutes. Voilà, alors ça, c'est l'enjeu politicien. Est-ce que maintenant, cette fameuse fermeture risque d'avoir un effet sur l'économie américaine, sur les marchés financiers, sur la note de l'État américain? Non, il n'y aura pas d'effet sur la note de l'État américain. Les gens pensent que ça va durer, les économistes de Wall Street pensent que ça va durer à peu près 15 jours. Le plus grand shutdown, ça a duré un mois. Oui, ça aura un effet, un mois de fermeture des agences fédérales. C'est aussi des agences qui permettent aux PME d'avoir des emprunts bonifiés ou d'avoir même des emprunts tout court. Donc en fait, ça aura un impact sur l'économie, une baisse de PIB de 1% à peu près ce trimestre si ça dure un mois. Voilà ce qui est estimé. Mais ce qui est très difficile à estimer, c'est la durée de la bataille. C'est ça qui va compter et ce qui va avoir un impact et qui va poser un problème. En fait, il y a un bras de fer. Chacun va essayer d'avoir l'opinion publique à lui. Donc, si les démocrates ont l'opinion publique avec eux, c'est Trump qui devra céder. Si les républicains ont l'opinion publique qui se déplace vers eux, ça sera les démocrates qui vont céder. Voilà, rien n'est évident, personne ne sait ce qui va se passer. D'ailleurs, en 2018, l'enjeu, c'était l'immigration illégale avec le financement du mur que refusaient les démocrates. Et ça avait duré 35 jours de bras de fer pour cette histoire de financement du mur avant qu'une loi sur le budget soit votée enfin par les deux partis. Alors, donc, vous dites que ça n'aura aucun effet sur l'économie américaine, tant Ah mieux. si, il y a 1% de baisse du PIB qui sera un effet de baisse de 1% du PIB si ça dure un mois quand même. Oui, alors, mais est-ce que 1% de baisse du PIB américain en l'état actuel de l'économie américaine a véritablement une conséquence dramatique? Si vous voulez, Vu l'économie le taux américaine, elle a une d'endettement croissance de des 2%. États-Unis. La moyenne de la croissance de l'économie américaine, c'est 2%. Donc, sur ce trimestre, ça sera une croissance pour moitié, quoi. Donc, ça aura quand même un impact, quoi. Voilà. Voilà. Mais ça va pas faire effondrer l'économie américaine, très clairement. Hein. Voilà. Là, pour le moment, on a l'impression que les marchés financiers, d'ailleurs, réagissent mollement à l'annonce de cette fermeture. Alors, les marchés financiers sont dans une exubérance absolument folle. C'est-à-dire que le marché financier américain, que ce soit le Nasdaq ou le S&P 500, les actions sont au même prix qu'en 1929 ou qu'en l'an 2000 avant le grand crack. Vous voyez, ça, c'est pas Trump qui l'a créé, ça fait 15 ans que ça monte, 16 ans que ça monte, c'est-à-dire que depuis le point bas de 2009, après la crise de 2008, le Nasdaq valait 1000. Il vaut aujourd'hui 24 000 fois 24. Vous vous rendez compte? Le S&P 500, donc les actions classiques, elles valaient environ 650, ça vaut 6500 fois 10. Donc il y a une véritable exubérance des marchés financiers, exubérance irrationnelle, avec une menace de krach boursier. Mais il y a quand même d'énormes fragilités dans l'économie américaine. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a à peu près les mêmes problèmes qu'en France. On a un peu plus de croissance. En France, on a 0,5 à 1% de croissance. Aux États-Unis, on a le double. On a un peu plus de 2% en moyenne sur 10 ans. Mais par contre, on a le même problème sur le déficit de la dette. Le déficit public des États-Unis, dont a hérité Trump, hein, c'est 6,5% du PIB. Donc encore plus important qu'en France. Le déficit cette année sera à peu près de 6,5%, et la dette publique, elle est insoutenable, elle est à 125% du PIB. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que les économistes, en fait, et les financiers parient que cette dette sera payée par l'inflation, qu'on ne peut pas la payer autrement. Ça sera d'ailleurs sans doute le cas aussi en France. Et c'est pour ça que le lingot d'or, vous l'avez remarqué, a explosé. Le prix du lingot d'or est passé de 50 000 euros à plus de 100 000 euros en l'espace d'un an et demi. Parce que l'or, c'est l'actif anti-inflation par excellence et les financiers veulent se protéger de l'inflation parce que la dette sera payée par l'inflation.
Rappelons d'ailleurs que la France vend régulièrement son or et donc se déleste régulièrement de ses réserves en or. C'est une parenthèse, mais puisque vous avez parlé de cet anxiolytique financier qu'est l'or, qu'est-ce que vous pensez de la politique française en matière de détention de stocks d'or? En fait, c'est Sarkozy qui, le dernier, a vendu des stocks d'or. Il a vendu Non, non, de tête. Florence Parly aussi en a vendu à un moment donné, il y a quelques années. Alors, moi, je ne m'en rappelle pas. Je me rappelle, je n'en ai pas connaissance. Je sais que Sarkozy a vendu 500 tonnes d'or à 400 $ l'once, alors que l'once d'or vaut aujourd'hui 3000, presque 4000 $ l'once, quoi. Donc, mais pour revenir sur l'économie américaine, qui est le vrai sujet, quoi. Donc, ils ont autant de mal que la France à réduire leur déficit budgétaire. Donc, ça, c'est un point. Et si vous voulez, l'économie américaine, elle a de la croissance, elle a 2% de croissance, un peu plus qu'en France. C'est sans doute lié aussi à plus de recherche sur la technologie et puis toutes les positions fortes des GAFAM. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a seulement 10% des plus riches qui arrivent à s'en sortir aux États-Unis. C'est-à-dire être riche aux États-Unis, c'est avoir 10 000 $ par mois, faire partie des 10% les plus riches, alors qu'en France, faire partie des 10% les plus riches, c'est avoir 3 600 € par mois. Mais en fait, il n'y a que 10% des Américains qui s'en sortent véritablement bien. Les classes populaires et moyennes ont aussi énormément de difficultés à vivre. Ils vivent de chèque de paye en chèque de paye et d'emprunt, si vous voulez. Et pourquoi? Parce que l'immobilier est extrêmement cher, que les frais de santé sont très chers, que le niveau de vie, en fait, est extrêmement appauvri, quoi. Et justement, le programme de Donald Trump, c'est là où c'est important, c'est de faire augmenter les salaires des classes populaires et moyennes. La réindustrialisation, les droits de douane, le protectionnisme, c'est pour faire augmenter, en fait, faire émerger de nouveau beaucoup d'emplois industriels qui sont bien payés et qui permettent à l'ensemble de l'économie d'avoir des bons salaires. Donc c'est ça l'enjeu, en fait, de Trump aujourd'hui, avec un risque qu'il connaît, qu'il a hérité, c'est-à-dire cette bulle financière partout aux États-Unis, et j'en parle parce qu'on n'en parle nulle part, mais quand même, on est au même prix que dans les années 30, juste avant l'effondrement, en 1929. On est au même prix qu'en l'an 2000, juste avant l'effondrement. Et s'il y a un krach financier, boursier et immobilier en même temps, puisque l'immobilier est hors de prix, eh bien, à ce moment-là, Trump le sait, il veut éviter un krach, mais dans ce cas-là, on aurait une crise financière mondiale et une crise économique mondiale. On n'a pas eu ça depuis 15 ans, mais à un moment donné, il est clair que ça arrivera. Et qu'est-ce qui se passera? Le déficit public des États-Unis, en régime de croissance, c'est 6,5% du PIB. Donc, s'il y a un krach financier, vous comprenez, Richard de 16, on aura à ce moment-là un déficit de 10 ou 15% du PIB. Et c'est ça que Trump veut absolument éviter parce que c'est le risque d'avoir le dollar monnaie de réserve qui s'effondre, d'avoir une fuite devant la dette américaine et d'avoir des problèmes économiques aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier sont absolument considérables. Alors, il veut l'éviter. Donc, le shutdown, cette fermeture, est un épisode un peu un épiphénomène. Voilà, vous l'avez rappelé, en 2018, ça a duré un peu plus d'un mois. Est-ce que c'est malgré tout le symptôme que la machine trumpienne est en train de se bloquer, que le pays n'est plus en ordre de marche derrière lui, ou est-ce que c'est vraiment purement une manœuvre politicienne des démocrates? Non, non, c'est une manœuvre politicienne des démocrates vraiment pour apparaître comme les défenseurs du peuple, en se battant sur l'assurance santé, alors qu'ils ne sont pas perçus comme les défenseurs du peuple. Donc c'est vraiment une manœuvre politicienne pour oppositionner le Parti démocrate. Mais ça ne représente pas du tout un échec de Trump. L'économie américaine, pour le moment, elle va bien. Elle a de vrais risques et Trump, en fait, il arrive à la fin de la mondialisation et de la financiarisation du monde et des États-Unis. Et c'est ça qu'il veut. Il veut revenir là-dessus en réindustrialisant, en produisant aux États-Unis. Donc c'est pas du tout un échec de Trump pour l'instant. Ça se passe plutôt bien, mais il a un défi immense avec ça. Et tout l'Occident a un défi, c'est de réindustrialiser, de produire quelque chose pour éviter de disparaître en fait au niveau mondial et pour éviter d'avoir un appauvrissement de tous les pays du monde. Et vous voyez, on a tous intérêt, en tout cas pour l'Occident, que Trump réussisse son expérience protectionnisme et réindustrialise les États-Unis. Moi, je regrette que von der Leyen, Macron, toute l'Union européenne ne veuille pas suivre Trump sur cette expérience protectionniste parce que ça nous permettrait de nous réindustrialiser. Et il y a un enjeu fondamental derrière ça. Au-delà de l'économie, c'est l'enjeu démographique. Parce que vous savez que ceux qui perdent le plus en ce moment en France et dans tout l'Occident, c'est la jeunesse, qui a énormément de problèmes à trouver du travail, qui fait face à des loyers ou des coûts d'achat de logement gigantesques. Et c'est une des raisons importantes pour lesquelles la jeunesse ne fait pas d'enfants. Et on a un effondrement démographique, l'Occident en Occident, avec
les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, qui sont les pays où il y a le plus d'enfants, 1,6 enfants par femme, continuent à baisser. Et si la jeunesse souffre économiquement, qu'elle ne veut pas faire d'enfants, c'est l'effondrement de la société à laquelle on assistera. Parce que qui entretiendra la société? Qui permettra aux vieux de se nourrir et d'avoir un niveau de vie quand ils sont à la retraite? Ça, c'est vraiment tout le sujet. Donc, pour moi, c'est fondamental de redresser notre économie et d'éviter cet effondrement démographique. Non, ça, vous le défendez d'ailleurs avec le mouvement politique citoyen, et il faudra évidemment qu'on reparle de la manière dont on peut réarmer véritablement démographiquement et industriellement la France. C'est un dernier mot quand même sur les États-Unis et donc cette péripétie. Donald Trump veut profiter en fait de l'occasion offerte par les démocrates pour continuer sa politique de coupe dans les budgets fédéraux, dans les budgets nationaux. Donc, ça avait été commencé par Elon Musk. D'une certaine manière, Elon Musk et son département de l'efficacité gouvernementale, le DOGE, est presque parti trop tôt parce que là, Donald va réussir à virer quelques dizaines de milliers de fonctionnaires. Est-ce qu'à votre avis, il va vraiment mettre cette menace à exécution? Je ne suis pas sûr. En fait, il faudra voir. Hein, le programme d'Elon Musk, il a économisé de l'argent, pas tant que ça finalement. Mais je pense que la bataille, elle se fait aussi sur le fait que Trump ne veut pas que l'argent de l'assurance santé américaine payé par l'État aille aux migrants illégaux. En fait, c'est le même niveau de bataille qu'en France où les gens ne veulent pas que que l'argent de l'État paye l'assurance santé, la l'AME, des migrants qui sont venus illégalement. Donc c'est le sujet. Après, vous savez, Trump dit beaucoup de choses dans un sens, dans un autre, donc je ne vais pas essayer de faire l'oracle de ses paroles, ça me paraît très compliqué. C'est du niveau de la menace, c'est du niveau du bras de fer, on verra ce qu'il en sortira. Vous disiez tout à l'heure que vous regrettiez que l'Union européenne n'ait pas adopté les mêmes mesures protectionnistes que celles que Donald Trump a adoptées pour son propre pays, mais c'est même pire puisque, en fait, dans la manière dont l'État américain rançonne l'Union européenne, non seulement nous n'adoptons pas de mesures protectionnistes, mais nous avons promis que des centaines de milliards d'euros européens partiraient aux États-Unis dans différents achats. Des achats d'énergie, des achats de matériel militaire. Autrement dit, c'est nous qui finançons en fait le protectionnisme de Trump. Oui, d'une certaine manière, on aide les États-Unis à se relever, alors que Trump, il demandait quelque chose de très simple. Ça n'est très peu dit par les économistes et pourtant c'est fondamental. Ce que Trump demandait, c'était, il l'a demandé pour le Mexique, qu'il lui a accepté, c'était que l'Union européenne, en fait, fasse aussi du protectionnisme face à la Chine, qui est en train de détruire, de devenir l'atelier du monde vraiment, et de détruire petit à petit toutes les industries dans le monde, de tous les pays occidentaux, mais aussi parfois au-delà. Et donc Trump, ce qu'il demandait, c'est je vous mets des droits de douane faibles et des conditions bonnes si vous mettez du protectionnisme face à la Chine. Et c'était parfaitement dans l'intérêt des Européens et des Français. Hein, d'éviter d'avoir des produits chinois qui déferlent et puis les emplois industriels français, allemands, européens qui sont détruits. Et malheureusement, Ursula von der Leyen fait une politique absolument inverse pour l'instant et a complètement refusé, Macron ont refusé qu'on fasse du protectionnisme face à la Chine. Et ça explique aussi le fait qu'on ait été rançonné par Trump et puni par Trump avec des droits de douane très très forts, quoi. Et rançonné d'ailleurs à un niveau dont Trump s'étonne lui-même. Il paraît qu'en sortant de cette discussion avec Ursula von der Leyen, il a dit qu'il a été très étonné qu'elle n'ait même pas essayé de négocier. Oui, c'est tout à fait ça. Ils n'ont rien négocié et l'Union européenne, qui est censée nous rendre plus forts, d'après tous les eurogagas, en fait, nous rend plus faibles puisque le Royaume-Uni, qui a fait son Brexit, a obtenu 10% de droits de douane face aux États-Unis. Nous avons 15% de droits de douane. Donc, c'est absolument ridicule. Ce protectionnisme européen qui n'existe pas, il est fondé sur une idée qu'il faut absolument, qui est la plus grande liberté de circulation des marchandises et des capitaux, et que, au bout du compte, c'est l'intérêt du consommateur, pas du citoyen, pas du sujet, pas de l'individu, mais uniquement de l'homo economicus. Il faut que le consommateur puisse acheter le moins cher possible, quel que soit le bien, et semble-t-il que les économistes brillants de l'Union européenne se disent qu'une fois que personne n'a de travail, il y a peu de chances qu'il y ait beaucoup d'argent. C'est clair parce que favoriser le consommateur, entre guillemets, c'est bien, mais le consommateur, il est aussi producteur. Et si la personne qui consomme et qui est producteur, qui a un travail, perd son travail,
bah, il n'y a plus de consommation du tout. C'est toute la faiblesse de cette idéologie, hein, le commerce et le paix, le commerce et la prospérité de l'Union européenne, qui Non. aboutit à un désastre et à un appauvrissement généralisé dans l'Union européenne. Mais vous savez, nous avons des gens qui sont fous dangereux, parce qu'en plus, ils font du commerce, ils veulent un commerce complètement libre et des marchandises avec zéro droit de douane, et en même temps, ils mettent l'énergie en Europe 3 fois plus cher que l'énergie dans les autres pays. Donc fondamentalement, vous ne pouvez pas gagner dans ce jeu-là. Si vous avez une énergie 3 fois plus chère que les autres, vous achetez du gaz de schiste aux États-Unis plutôt qu'en Russie, donc 3 fois plus cher. Vous avez une électricité qui est hors de prix à cause du marché européen de l'électricité. Eh bien, vous ne pouvez pas gagner. Et donc, ces gens sont d'une incompétence crasse, tout en étant aussi d'une corruption crasse. Alors, incompétence crasse et corruption crasse. Est-ce que le... j'en perds mes moyens parce que c'est le tableau que vous dressez est évidemment absolument accablant. Est-ce que néanmoins vous avez l'impression qu'un chemin se dessine et que Nicolas Dupont-Aignan part d'une possibilité en fait d'être européen sans l'Union européenne, voilà. Et est-ce qu'on va réussir à s'en sortir et est-ce que l'alliance des pays de droite qui pourrait se dessiner permettrait de freiner la folie de la Commission européenne? Ah non, parce que là, pour freiner la folie de la Commission européenne, il ne faut pas que la France veuille la freiner. Il faudrait que les 27 pays en même temps le fassent. Et ça, vous avez une probabilité absolument infime que 27 personnes se mettent d'accord pour le même projet. Donc pour moi, la seule possibilité pour nous en sortir, c'est la sortie de l'Union européenne. C'est quelque chose qui est déjà 40%, 36 à 40% des Français, selon les sondages, veulent une sortie de l'Union européenne. Maintenant, il s'agit de mettre enfin l'union de tous les gens qui veulent l'indépendance nationale ensemble, de tous les patriotes. Il faut faire cette alliance pour pouvoir sortir de l'Union européenne et pour pouvoir parler aux Français. Le sujet, il est là. Si on ne sort pas de l'Union européenne, il n'y a aucune chance que la France s'en sorte. Je vous dis, je suis d'un pessimisme, mais absolument terrible là-dessus, sur le sujet. Parce qu'effectivement, l'Union européenne, c'est non seulement la liberté de circulation des capitaux, des marchandises, des services, mais aussi la liberté de circulation des hommes, et donc l'immigration, dont on n'a pas parlé là, mais qui est aussi un problème majeur pour les pays. On était censé parler des États-Unis. Invinciblement, nous sommes revenus à nos propres mots qui sont ceux de l'Union européenne. Merci beaucoup Philippe Murer et à bientôt sur Radio Courtoisie pour parler justement de nous.